Je voulais vous parler de cet immense chef-d'œuvre qu'est le Napoléon d'Abel Gans. Alors, pourquoi un film muet et en noir et blanc de 1927 fascine-t-il toujours autant, au point de remplir les 6000 places de la scène musicale de Boulogne en 2024? Il y a d'abord le personnage de Napoléon Bonaparte lui-même, plus iconique que jamais. Peut-être le premier à avoir eu une vision d'une Europe unie. Mais le film se nomme Napoléon vu par Abel Gans. Le vu par nous indique que ce ne sera pas une succession de faits historiques, l'histoire sera romancée ou plutôt magnifiée. Une façon pour le réalisateur de mieux célébrer peut-être le héros national. Et bien sûr, le film est vu par Abel Gans. C'est un nom qui a été un peu oublié chez les plus jeunes cinéphiles d'aujourd'hui, mais on parle là d'un des plus grands et plus visionnaires réalisateurs de tous les temps au cinéma. Sa mise en scène, sa façon de raconter une histoire était particulièrement novatrice, il y a presque un siècle maintenant, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, elle apparaît moderne. Napoléon, c'est aussi un acteur, Albert Dieudonné. Il n'avait pas été le premier choix de Gans, mais avait joué dans quelques-uns de ses films précédents. Ici, il habite complètement le personnage, il est Napoléon Bonaparte. C'est stupéfiant. Il fut tellement marqué par le rôle qu'il arrêta d'ailleurs sa carrière d'acteur peu après. Mais revenons un peu sur l'historique du film. Abel Gans commence à travailler sur son Napoléon dès 1924. Et après un tournage et un montage épique, le film ne sort qu'en 1927. C'est donc un film muet et en noir et blanc. Et à partir de là, ça se complique, car vont exister et même coexister plusieurs versions du film. Il y a d'abord la version dite opéra, car elle a été projetée à l'Opéra Garnier à Paris. Elle dure 4h30. Puis, va être projetée une version de 9h40 dite Apollo, car elle a été projetée dans la salle du même nom. Mais ça n'est pas une version finale, plus une copie de travail mettant bout à bout tout ce qui a été filmé. Non, la version de rêve d'Abel Gans, la grande version, dure 7 heures, mais ne verra quasiment jamais vraiment le jour publiquement. Le film est monté puis remonté dans plusieurs versions plus ou moins courtes, aux États-Unis, en Allemagne, etc. Il faudrait un livre pour les décrire toutes. Entre-temps, le cinéma parlant est arrivé, rendant le Napoléon d'Abel Gans obsolète pour le grand public. Mais ça n'est pas terminé. Gans réutilisera ces images dans plusieurs projets, dont une version sonore avec l'aide de Claude Lelouch en 1970 qui s'appelle Bonaparte et la Révolution, et pour lequel de nouvelles scènes sont tournées. Lors du tournage original, Gans avait demandé à ses acteurs de dire le vrai texte. Alors, ça paraît évident, mais à l'époque, les acteurs s'amusaient souvent à raconter n'importe quoi, insultes y compris, ce qui explique pourquoi les sourds qui pouvaient lire sur les lèvres étaient souvent hilars au cinéma à l'époque du muet. Non, Abel Gans, lui, exigea que le bon texte soit prononcé, même s'il n'était pas enregistré. Donc en 1970, nombre de ces scènes purent être aisément doublées, et c'est même un Albert Dieudonné de 80 ans qui insista pour se doubler lui-même. Mais bien d'autres projets voient le jour autour des images du Napoléon original. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à chaque fois, Gans retaille dans son négatif, ou plutôt ses négatifs, rendant les restaurations futures très compliquées. Oui, les négatifs, car ce qu'on a appris il y a peu, c'est que les deux versions dont j'ai parlé, la version opéra et la version Apollo, ont en fait des négatifs différents, avec des scènes tournées et montées différemment, chacune étant homogène, mais pas complètement synchro avec l'autre. Et pourquoi je raconte tout ça? C'est qu'à partir des années 80, plusieurs projets de restauration d'une hypothétique version intégrale virent le jour. Et là aussi, il faudrait encore un livre pour tout raconter. En 1981,
première version voit le jour et elle est projetée notamment par Francis Coppola au Radio City Music Hall de New York et c'est un triomphe. Elle dure un peu plus de 4 heures. L'artisan de cette restauration, c'est un Anglais, Kevin Brownlow, un spécialiste du cinéma muet qui consacra de nombreuses années de sa vie au Napoléon d'Abel Gans. Et pourquoi est-ce si compliqué de restaurer le film? C'est que d'une part, on ne dispose plus des négatifs originaux, coupés régulièrement par Gans, mais aussi que les éléments du puzzle Napoléon se retrouvent dispersés partout dans le monde et que personne n'a la version complète. Il faut donc visionner sans cesse des bobines retrouvées ou qui prennent la poussière dans des cinémathèques quelque part dans le monde ou même chez des collectionneurs privés. En 1983 est projetée une version de 5h13 au Palais des Congrès de Paris. C'est une version améliorée toujours par Kevin Brownlow. J'avais eu l'occasion de la découvrir lors de cette projection extraordinaire. Il y avait un orchestre dans la salle et surtout le merveilleux triple écran. On pense à l'époque qu'on a touché le Graal. On se trompe. Ah, une chose importante aussi. Qui dit film muet dit accompagnement musical. Et là, c'est aussi un peu la jungle. Il n'y a jamais eu une musique qui a plu à Gans au départ. Arthur Honegger, pour la version opéra, avait assemblé des thèmes classiques et composé une trentaine de minutes de musique, mais ni lui ni Gans n'en étaient vraiment satisfaits. Coppola avait demandé à son père, Carmine, de composer une musique pour la version qu'il a diffusée, mais elle ne fit pas l'unanimité. Je me souviens que Bertrand Tavernier, en 1983, l'avait qualifié d'immonde fanfare, lui préférant la belle version composée par Carl Davis, qui fut jouée notamment au Palais des Congrès à Paris. Jusqu'à il y a quelques mois, la version la plus complète du film disponible durait 5h30. On la trouve sur un Blu-ray anglais notamment. Mais depuis 2010, la Cinémathèque française travaillait sur sa propre restauration définitive, supervisée par Georges Mourier. Mourier raconte qu'il découvrit pour l'occasion une énorme somme de matériel jamais vu pour les versions précédentes. Il parle de 1000 bobines de films et c'est lui qui découvrit dans des notes de Gans l'existence des 2 versions parallèles. Il décida d'entreprendre la recomposition de la version ultime du film, la grande version, pour une durée de 7 heures. C'est cette version qui sera à présent. J'ai eu l'occasion d'assister à la première mondiale intégrale de cette version finale à la scène musicale à Boulogne en juillet 2024. Pour l'occasion, une nouvelle partition a été assemblée sous la direction de Simon Cloquet-Lafeuilly. Il a effectué un travail phénoménal assemblant plus de 150 thèmes issus du répertoire classique du XVIIIe au XXe siècle. Voilà pour un très rapide tour d'horizon de la reconstruction du film. Parlons un peu de l'œuvre elle-même. Alors Gans était un visionnaire et son cinéma d'une extrême modernité. Le montage est incroyable avec nombre de surimpressions qui enrichissent l'image et ajoutent une troisième dimension à la narration. Il a l'idée de jeter une caméra lors d'une bataille de boules de neige orchestrée par un Napoléon enfant. Il la met dans un système d'amortisseur sur le dos d'un cheval pendant une poursuite. Il la place sur une balançoire pour figurer l'ivresse des débats révolutionnaires, etc., etc. C'est un régal pour les yeux des cinéphiles. Mais l'histoire alors, il parle de quoi ce film? Gans avait originalement pour projet de faire une série de 6 films sur le conquérant. Napoléon de 1927 raconte donc seulement la jeunesse de Napoléon jusqu'à la glorieuse campagne d'Italie. On le verra se marier à Joséphine, mais pas devenir empereur. Donc, point ici d'Austerlitz ou encore moins de Waterloo. Mais il y a suffisamment d'action et de péripéties pour vous divertir 7 heures, je vous le garantis. Le film est découpé en tableaux, environ 25, et chacun narre un point précis de l'histoire de Napoléon ou de l'histoire avec un grand H, où Napoléon n'est là qu'en filigrane. Alors, je pense par exemple à cette incroyable scène de la présentation de la Marseillaise par Rouget de Lille. On est là clairement dans le vu par Abel Gans.
Ce qui est notable sinon, c'est que le film fait la part belle à la relation de Napoléon avec la Révolution française. On y voit Danton, Robespierre, Marat et même Saint-Just joué par Gans lui-même. Napoléon y est montré comme l'enfant, le fédérateur, le successeur de la Révolution de 1989. On assiste aussi à la libération de Toulon, à son retour en Corse et à son mariage. Car oui, le film fait aussi la part belle sur la relation entre Bonaparte et Joséphine, avec des moments très tendres. On est aux antipodes de la mascarade réalisée par Ridley Scott. Et bien sûr, le clou du spectacle, c'est le final en polyvision, c'est-à-dire en triple écran. 25 ans avant le cinérama américain, Abel Gans eut l'idée de filmer des scènes avec 3 caméras et de les projeter synchronisées avec 3 projecteurs. Il va aussi et surtout utiliser ces 3 images pour proposer un visuel incroyable, tantôt offrant une image unique étalée sur les 3 écrans, tantôt dupliquant certaines scènes, parfois en les mettant en miroir. C'est stupéfiant. Et bien sûr, puisque régulièrement les images sont teintées pour accroître l'immersion et permettre de mieux identifier les scènes, Gans ne résiste pas au plaisir de nous projeter une image bleue, blanc et rouge pour le grand final. Un petit mot sur la musique composée et surtout assemblée par Simon Cloquet-Lafouilly. C'est un travail démentiel et une réussite totale. Il évite le piège de sonoriser platement ce qu'il se passe à l'écran, mais propose ces nombreux extraits du répertoire toujours à point nommé et surtout, il y a une incroyable cohérence musicale et on ne sent jamais de rupture de rythme ou de style. Il a, je crois, composé des ponts entre les morceaux et c'est du grand art. Lors de la projection à la scène musicale, nous avons eu droit à un orchestre en direct pour interpréter la partition et je dois avouer que ça donnait parfois des frissons. Je pense notamment aux scènes avec des chœurs sur la Marseillaise. Mais pas que, vous verrez. La projection s'est déroulée en 2 soirées, ça c'est une super idée. Le premier soir, nous avions l'Orchestre Philharmonique de Radio France et le lendemain, l'Orchestre National de France. Des sacrées pointures donc. La bande originale ayant été enregistrée par ces 2 orchestres il y a quelques mois. Mais franchement, la musique en direct, c'est quand même autre chose. Pour aller plus loin, si le film vous a emballé, la Cinémathèque française, en partenariat avec la Table Ronde, a édité ce magnifique ouvrage rempli de textes passionnants sur le film. Son tournage, la musique et la restauration, avec de magnifiques photos du film et du tournage. C'est un très bel ouvrage. A également été offert aux spectateurs de la scène musicale ce très beau programme qui liste entre autres les différents tableaux et les musiques utilisées. Un must également pour les collectionneurs. Et Georges Mourier a annoncé qu'il allait publier plus tard, on l'espère bientôt, un livre entièrement consacré à la restauration du Napoléon vu par Abel Gans. Celui-là, je l'attends avec impatience. Alors, comment voir le film maintenant? Il va y avoir des projections événementielles dans plusieurs endroits en France, à Montpellier, La Rochelle et plusieurs villes de Corse, puis il va y avoir des projections dans des salles traditionnelles et à la Cinémathèque française à Paris été 2024. Par la suite, le film sera diffusé sur Netflix sous forme d'une série. Netflix a été un des partenaires économiques importants de la restauration du film. Et on nous annonce une diffusion sur France Télévisions. Et il est prévu que le film sorte également en Blu-ray. Bon, je vais finir avec un petit bémol. J'ai espéré pendant toute la projection que l'écran de la scène musicale s'élargisse pour le triple écran final, mais que nenni,
L'image au format académique, donc ratio environ 1,37, s'est peu à peu réduite sur l'écran géant pour finir minuscule et ensuite se dédupliquer pour le triple écran. Donc point d'effet, waouh! J'ai souvenir qu'au Palais des Congrès, il y a 40 ans, c'était du vrai triple écran, avec une foule complètement subjuguée lorsque le triple écran, la Polyvision, est apparu. Ici, j'imagine que le choix était purement économique, mais bon, ne boudons pas notre plaisir. Ce fut 7 heures de bonheur dans une salle comble où on pouvait croiser Mathieu Amalric, les grands pontes de la Cinémathèque, et même Claude Lelouch, particulièrement ému de découvrir enfin la version intégrale du film de son ami et mentor Abel Gance. Ah, une dernière petite chose. Gans était un fou de technologie. Il avait ainsi filmé des scènes en relief en 3D pendant lesquelles les spectateurs auraient été invités à chausser des lunettes. Mais on raconte que ces scènes en relief, situées vers le milieu du film, étaient tellement spectaculaires qu'elles amoindrissaient l'effet final du triple écran. Gans décida de les couper. Elles sont considérées comme perdues à jamais aujourd'hui, et moi, j'espère encore.